Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Kylian Le Ménestrel d'une carrière météorite. À 18 ans, Kylian Le Ménestrel abandonne ses études en école de commerce, selon lui chères et inutiles, pour aller vendre par téléphone des assurances pour chiens et chats. Cette passion pour le télémarketing est le début d'une carrière météorite. Je m'appelle Kylian Le Ménestrel, je suis le cofondateur d'Ipto et j'ai commencé ma carrière en tant que télévendeur. Je vendais des produits d'assurance pour chiens et pour chats par téléphone. Quand on est né, a priori, dans les beaux quartiers, qu'on a des parents éduqués, pourquoi on devient télévendeur ? C'est un stage ou c'est parce que les hasards de la vie t'ont emmené sur les plateaux de télévente ? Alors c'est simple, j'étais pas quelqu'un de très scolaire. Et après quelques mois en école de commerce où j'ai plus appris à faire la fête qu'autre chose, mon père m'a dit tout simplement écoute, si tu veux continuer ton école, il faut que tu te la payes. Moi je trouvais ça un peu débile d'envoyer 8 ou 10 000 balles par an dans une école de commerce de pas de grande qualité, et donc je me suis trouvé un petit stage dans un petit call center tout petit, on était 4 qui vendait ces fameux produits d'assurance pour chiens et pour chats, je suis tombé amoureux de ce business, de ce métier, et donc assez rapidement j'ai abandonné mon école de commerce pour gravir les échelons, parce que j'ai commencé en stage, j'étais directeur général en stage du cabinet même, donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé et que je suis arrivé là-dedans. Amoureux du métier ou d'une superviseuse qui passait sur le plateau ? Non, pas d'une superviseuse, mais vraiment amoureux du métier. J'avais l'impression d'être... j'étais plutôt jeune, parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans, d'être un méga businessman. J'arrive en costume cravate au bureau pour prendre des appels. Et j'adorais parce que c'était hyper punchy. À l'époque, on faisait 10, 12, 15 ventes par jour. Alors, c'est une toute petite équipe. On crée, c'était un produit qui venait d'être développé, donc on était les premiers à faire ça. C'était hyper excitant. J'avais 18 ans, enfin, c'était top, quoi. C'était en France, sur un plateau parisien ? Ouais, c'était en France. On commençait au 10 boulevard de Strasbourg. D'accord. Et là, vous êtes 4 et tu découvres Là, je deviens 4. Donc, je découvre cet univers. T'as des bons résultats ? Ouais, je pense que j'étais le meilleur vendeur des 4. Voilà. D'accord. Et à l'époque, on parle de quoi ? Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans ? On parle d'il y a... j'ai 30 ans, il y a 12 ans. D'accord. Et là, tu découvres la difficulté, la joie d'argumenter, la méthode son casse, la découverte des besoins. Non, alors c'était une autre école, parce que quand je suis arrivé, mon maître de stage, qui était le fondateur et le patron de ce cabinet de courtage, me file les conditions générales de vente du produit, me dit ok, tu les lis. Je ne savais pas ce que c'était des conditions générales de vente, j'en avais jamais lu. Et l'après-midi, tu commences à appeler, donc il n'y avait pas de méthode, on avait un Excel, on avait des leads qu'on nous filait, on devait qualifier dans l'Excel, donc c'était vraiment assez archaïque au début, et il n'y avait pas de méthode. C'est après, du coup, où en m'entendant vachement bien avec le fondateur du cabinet, qu'on décide en fait, que je monte un peu en grade entre guillemets, donc je deviens responsable du mini plateau, directeur général, je décide de m'associer avec lui, et là je fais une rencontre et tu vas te lancer dans le métier.
Et, Je reviens à cette époque-là, donc tu démarres tes premiers appels combien de jours après être arrivé sur le plateau? 4 jours de formation, 2 semaines? non, je te dis, c'est le matin pour l'après-midi, quoi. C'est ça. Voilà. Donc c'était direct, quoi. La formation était rapide. Ouais. Et le fichier, c'est quoi? Le fichier, écoute, à l'époque, c'était, en fait, on vendait donc des produits d'assurance. Donc l'assurance, c'était assez précurseur parce que c'était, je pense, un des premiers secteurs d'activité où il y avait de la lead gen, la génération de leads. Donc on avait des leads qui étaient, soit qui étaient fabriqués parce qu'on appartenait à un petit groupe qui s'appelait Credity, qui a été créé par Laurent Catoni. Donc Laurent Catoni, qui est un des précurseurs de la génération de leads, d'ailleurs qui est un des premiers aussi associés d'Ipto, et donc qui fabriquait un peu ses leads de son côté dans l'assurance. Donc c'est tout petit, et on achetait aussi quelques leads. Alors c'est pas du tout comme avant, on recevait les leads par email, qui n'étaient pas du tout aussi bien qualifiés, et c'est comme ça qu'on fonctionnait, quoi. Pour un néophyte, c'est quoi un lead? Un lead, c'est alors pour un néophyte, c'est un prospect qualifié, quelqu'un qui a donné une intention d'achat sur un produit ou un service en particulier. D'accord, c'est un peu comme si tu avais cherché dans les pages blanches, mais qu'il y avait un petit gars qui disait moi j'en veux, Exactement. appelle-moi moi, quoi. Voilà, C'est ça, d'accord. exactement. Là, t'appelles, tu fais combien d'appels par jour, tu te souviens? Combien d'appels par jour, franchement? Ça transforme beaucoup, il y a Ouais, ça beaucoup de transforme. numérotation. Ah non, parce que du coup, on appelait, on avait notre Avaya, donc notre combiné de téléphone sur notre poste, on avait notre casque, l'Excel devant les yeux. Alors, c'était pas du tout, on n'avait pas d'outils de dialing, choses comme ça, comme Hyper. J'appelle ça un call center, mais on était vraiment, en fait. Il y avait un téléphone, des fichiers, des gens qui appellent. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, tu tombes amoureux du métier. Pourquoi? Parce que tu as des bons résultats? Parce que c'est ta première paye? Parce que tu peux flamber le soir en boîte de nuit? C'est quoi qui te rend amoureux du métier? Un peu de tout ça. Ou c'est le fait d'exceller Non, tout de suite dans un truc? un peu de tout ça. Moi, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt un peu hyperactif. Donc, en fait, tu as tout de suite le résultat de ce que tu fais. T'appelles Madame Michu, c'est une vente ou c'est pas une vente, ou elle répond pas. Donc voilà, donc dès que quand t'es bon, tu le palpes tout de suite. T'as un objectif, tu dois faire tes 10 ventes de la journée. En fait, c'est un truc qui est vraiment prenant, qui est vraiment palpable. En tout cas, moi, ça me générait pas mal d'adrénaline. Je kiffais ça. C'est un truc en plus qui est facilement scalable, où en gros, derrière, moi je me suis dit, quand je discutais avec le patron de la boîte, j'ai dit ok, bon, maintenant on est 4, bien, on essaie d'être un peu meilleur sur la formation, sur le recrutement, sur la qualité de nos leads, etc. Mais assez facilement, on va pouvoir, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait faire de l'outsourcing à l'époque, etc. Mais j'imaginais dans mon bureau 10 boulevards de Strasbourg, où on allait créer notre petit call center avec 5, 10, 15, 20, 30, 40 bonhommes. Donc j'étais super jeune. J'avais une super bonne vision de là où est-ce qu'on pouvait emmener cette boîte-là, et assez facilement, tu vois, sans aucune idée de ce qu'était du management, des problématiques quand tu crées ta boîte, et tout ça. Donc, on va revenir à cet aspect après entrepreneur. Avec de l'objectivité, tu étais bon, pourquoi? Parce que tu téléphonais beaucoup, tu argumentais bien, tu découvrais bien les besoins, tu closais bien. Parce que si on veut rentrer dans la technique, c'est quoi un bon télévendeur? Est-ce que tu sais à peu près maintenant et à l'époque pourquoi tu avais de bonnes performances? Si je me à cette époque, là où on était bon, et en fait la petite technique qu'on avait, c'est pas une technique, hein, mais en fait c'était juste de s'intéresser au prospect qu'on avait, enfin de s'intéresser à lui, pardon. Donc je me souviens, on avait monté un petit moteur. Alors c'est du macro sur Google Sheet, donc on avait fait ça vraiment tout seul, où dès qu'on avait la race du chien qui tombait, on avait sur Wikipédia une photo du chien, les 3-4 maladies. Donc c'est sûr que quand tu vas appeler Madame Michu et que tu lui dis le labrador, c'est sujet à la dysplasie coxo-fémorale, et le bulldog français, la femelle, aux grossesses nerveuses, t'es beaucoup plus crédule, t'es un passionné, et donc du coup si tu veux l'entrée au foyer est bien meilleure. Crédible. Comment? T'es beaucoup plus crédible. T'es beaucoup plus crédible, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça déjà t'es malin, quoi. Comment? T'es malin. Je sais pas, mais tu dis il faut s'intéresser à l'autre et s'intéresser. faire croire qu'on est un spécialiste du sujet. Ouais. Moi, ma mère avait toujours la même race de chien et un prénom très proche que de Madame Michu. D'accord. Ça c'est l'empathie ou la proximité relationnelle. Ça te passionne combien de temps ce truc-là? Franchement, j'ai encore maintenant, moi ce que j'aime c'est, enfin, je me mais vendre de l'assurance dans ce truc-là à Strasbourg, rue Strasbourg, ça t'a fait combien de temps là-dedans? En fait, bon, j'ai fait ça pendant. Alors, boulevard de Strasbourg, j'ai fait ça, donc le temps que j'arrête l'école,
que je sorte de mon contrat stage, qu'on monte un deal, que je m'associe avec le gars, etc. Ça dure un an et demi. Après, je rencontre... en fait, je savais pas ce que c'était. Enfin, j'avais une bonne vision du développement en France. D'accord. Après, c'est des business models qui étaient assez tendus. On parle de courtage, donc on était commissionné, etc. Donc en fait, si tu veux, on vendait beaucoup, mais en termes de perf économique de la boîte, on n'était pas super bon. Donc, de biais de rencontre, je déboule à Casablanca pour une visite de plateau, sur quelque chose que je ne connais pas. Je tombe sur une activité chez un acteur qui s'appelait B2S. Ils faisaient une campagne, je me souviens, qui était pour du Google AdWords. Donc, ils appelaient des maisons d'hôtes pour leur vendre des campagnes sur Google AdWords. Et là, je vois un vrai plateau, à quoi ça ressemble, avec 300-400 bonhommes, etc. Et là, donc, ma passion et machin, et je tombe vraiment amoureux de ce truc-là. Et donc, je dis, ok, bon, il faut qu'on deal quelque chose avec eux et être assez... Je reviens à ça, tu étais là parce que tu voulais voir comment les autres faisaient ou pour industrialiser les deux. Pour voir comment les autres faisaient. Je connaissais pas encore je savais pas encore une fois ce que c'était je savais pas que ça existait en fait. Donc j'arrive à Casa, je m'en souviens, je sais pas ce que je vais voir. Enfin, j'avais une vague idée. Je tombe sur ces gros plateaux, etc. Donc je vois ces activités sur des trucs assez complexes. On parle encore une fois de Google AdWords, sur des maisons d'hôtes, enfin, avec des conseillers vraiment ultra talentueux. Et donc du coup je dis en fait c'est là qu'il faut être. Et donc assez rapidement je trouve un deal avec B2S et on arrive avec nos valises, avec mon associé. Et donc là c'est là où j'ai commencé ma carrière, vraiment dans le call center, où j'ai passé 5 ans à Casablanca. Et voilà. Toujours au téléphone. Toujours au téléphone. Donc on est arrivé, la petite histoire qui est assez marrante, c'est que on est arrivé pour faire notre truc d'assurance pour chien et pour chat. Donc on a un premier plateau avec 3-4 téléopérateurs là-bas. Plein de bonne volonté. Ma petite macro avec la race de chien était devenue un petit outil web, etc. Des bons sourcings de leads. Et des super vendeurs. Sauf qu'on se rend compte en fait qu'il y a un gros problème, c'est qu'au Maroc il n'y avait pas la culture du chien. Donc le labrador c'est grand comme ça, etc. Donc on a vachement de mal à faire décoller et à avoir les mêmes niveaux de vente qu'on avait en France. Et en fait assez rapidement, au bout de 3-4 mois, on switch. Et là, on passe du coup de l'assurance santé animale à de la mutuelle santé. Et là, du coup, on passe assez rapidement de 3-4 téléopérateurs à 60-70. Avec le recul, qu'est-ce qui fait un bon télévendeur selon toi? Qu'est-ce qui constitue le télévendeur de génie? C'est le fait qu'il soit très bon en fichier, en découverte des besoins, en closing, en productivité, ou qu'il soit moyen sur tous ces sujets-là, ou qu'il soit génial sur l'un de ces sujets, il essaie de trouver des bons leads avant les autres, il essaie de trouver les bonnes personnes, ou c'est bien argumenté. Qu'est-ce qui, si tu devais demain créer le diplôme du téléconseiller, ça serait quoi les 4 matières sur lesquelles il faut que la personne ait un minima? C'est pas comme ça qu'on le tourne chez nous, tu vois, parce que c'est très dur de définir un très bon télévendeur. Par contre, nous, je pense qu'on est assez bon pour définir un peu la secret sauce, c'est quoi la recette de la mayonnaise d'une bonne vente au téléphone. Tu vois, et c'est ça, nous, les 4 piliers qu'on explique. Tu as 4 trucs, tu vois, et c'est comme ça qu'on le voit en tout cas chez nous. Tu as en numéro 1, et c'est pas dans le numéro 1, le premier pilier, c'est l'offre. Demain, tu vois, c'est l'offre de ton client. Tu te mets à vendre, je sais pas, des forfaits mobiles à 400 € par mois, tu t'en vendras pas. En deuxième point, c'est un bon vendeur. Effectivement, il faut que tu aies des gens qui soient de qualité au téléphone, qui soient bons, qu'ils aiment en tout cas qu'ils aiment leur métier et ce qu'ils font. Le troisième truc, c'est un peu le kérosène de tout ça, c'est le lead. C'est effectivement, tu vois, tu peux avoir une super offre, un super mec, mais si tu appelles pas des bons leads ou dans le froid ou peu importe, ça marche pas très bien. Et le quatrième point, et ça c'est assez souvent oublié, c'est ce qu'on nous met dans la partie stratégie d'appel. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, le meilleur vendeur, le meilleur lead, il appelle le dimanche soir en 08 à 23h, ça fonctionnera jamais. Ou il rappelle pas les gars derrière, ça fonctionnera jamais. Et donc du coup, c'est ça pour nous, si tu veux, les 4 vrais piliers et ce qui fait aujourd'hui une bonne vente au téléphone. D'accord, donc en fait les télévendeurs de génie, ils sont au sein d'un grand dispositif sur lequel il faut travailler. Ouais. On va revenir à un sujet qui est passionnant. Au préalable, on est il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la télévente et la téléprospection? Et quand tu te promènes, parce que tu passes ta vie à repérer des bons télévendeurs, à en animer, etc., on expliquera après pourquoi. Qu'est-ce qui a changé en 10 ou 12 ans dans la télévente? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus problématiques que d'autres? Alors, bien évidemment, la télévente a changé. En tout cas, moi, je la connais depuis
un petit laps de temps, tu vois, depuis 10 ans, c'est quand même un métier qui est beaucoup plus vieux que ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai observé entre quand je suis arrivé, si tu veux, avec mes valises à Casablanca et ce qui se passe aujourd'hui, bah, déjà, tu as la réglementation, tu veux, qui a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux plus appeler comme avant. Premier truc. Tu as, je pense, si tu veux, si on prend des indicateurs assez clés comme la joignabilité que tu as aujourd'hui, c'est plus la même qu'il y a 10 ans. Je pense que, en tout cas, sur le marché français, les gens veulent ne veulent plus être dérangés par téléphone, ne répondent plus au téléphone, à moins qu'ils savent pourquoi. Mais en même temps, j'ai jamais vu la télévente aussi bien outillée technologiquement. Tu vois, aujourd'hui, en tout cas, nous, dans l'écosystème dans lequel on est, tu as des boîtes de malades sur les sujets IT qui vont accompagner, si tu veux. C'est un peu le. Alors, nous, on ne croit pas que l'IA va remplacer la télévente, les machins, etc. On croit beaucoup, si tu veux, parce qu'on parle beaucoup de télévendeurs augmentés. Comment tu vas aider, si tu veux, les mecs à être plus efficients, plus performants, etc. Et donc, c'est un métier aujourd'hui qui est devenu un vrai métier technologique. Et ça, on le pense très fort. D'accord. Tu te souviens de conversations qui t'ont marqué, qui ont été des performances particulières et question subsidiaire, est-ce que tu te souviens de conversations, de ventes ratées, pas faites, etc., qui t'ont amené à progresser et tu t'es dit, c'est un métier technique en fait Mis à part le fait, en effet, qu'il vaut mieux savoir de quel chien et quel chat on parle. Mais Non, mais alors moi, personnellement, j'ai plein d'anecdotes. Je me souviens de calls de dingue que j'ai pu avoir avec des prospects. Un gars qui s'appelait Cadouin, à Carpentras, qui était éboueur. Et le gars, on avait loué une espèce de relation au téléphone et qui était un dingue d'animaux de compagnie. Et tous les mois, on s'appelait, machin, comment ça va, etc. Et tous les mois, je sais pas, il avait un nouveau chien, un nouveau chat. Et donc, et en fait, on avait vraiment créé, je trouve, c'était limite de devenir un pote. Et ça, après, moi, j'ai vu des choses incroyables au téléphone. J'ai vu au Maroc, tu vois, un pays musulman, donc des télévendeurs, ceux qui boivent pas d'alcool, vendre sur le marché belge du vin par téléphone. Et donc sans même le faire goûter le vin, avec des paniers de commandes à 5, 10, 12 000 euros. Donc j'ai vu des trucs de dingue au téléphone, et c'est pour ça que j'adore ce métier d'ailleurs. Et justement, je reviens à ma question, est-ce qu'il y en a qui t'ont permis d'apprendre et de dire c'est un métier comme une danseuse où tous les jours il faut soigner ta barre, faire des exercices, il y a des fondamentaux, si tu les respectes pas, il n'y aura pas de vente? Il y a des fondamentaux, il y a, tu vois, et moi je l'ai vu, tu vois, moi je suis arrivé télévendeur pas formé, j'ai appris parce que j'ai eu la chance de baigner dans un grand du secteur, donc j'ai vu que c'était un métier, contrairement à ce qu'on peut penser, où c'est pas qu'un métier où en fait t'es un super bon vendeur, t'es une superstar, t'as un bon feeling, t'es meilleur que d'autres. Effectivement, t'as des gars qui sont ultra bons naturellement. Par contre, c'est un métier, tu veux, où c'est comme le sport, où c'est un métier où si tu as une bonne formation, si tu suis des guidelines, c'est un métier en fait qui est un peu scientifique, tu vois. Où derrière, tu as une notice et tu peux arriver au bout d'un certain temps à être un super bon vendeur. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est-à-dire que tu as des gars, tu vois, on revient du Bénin, où les gars, je pense, qui sont super jeunes, qui n'ont jamais passé un coup de fil de leur vie, en tout cas pour faire de la prospection, et parce qu'ils ont passé leurs 4, 5, 6 semaines en formation, parce qu'ils sont super bien accompagnés par des coachs, des qualiticiens, des superviseurs hors pair, qu'ils arrivent aujourd'hui à faire à un niveau de vente qui est hors norme. Une question qui est importante, l'élocution, on va revenir à des sujets qui sont propres aux télévendeurs, et après on parlera de l'entreprise que tu as cofondée. On va dire la voix, l'intonation, le morphing de la voix, la capacité d'intonation, la capacité à rebondir, etc. Qu'est-ce qui te semble les qualités essentielles du télévendeur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a en effet des gens qui sont doués parce qu'ils sont grands, qui ont une jolie voix ou... Tout ça, ça peut se pallier. Sans dire que j'étais bon, tu vois, moi je parle très vite, j'ai une très mauvaise exécution, donc je ne mettrais pas ça là-dedans du tout, tu vois. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui changeaient la voix et tout. Franchement, moi j'y crois pas du tout et je trouve ça vraiment. Tu vois, c'est comme les histoires d'accent. Moi, encore une fois, j'ai vécu 5 ans à Casablanca, effectivement. Alors, c'est moins vrai maintenant, mais j'ai vu des excellents vendeurs avec des accents à couper au couteau. Donc non, mais sur ta question. Comme ça, ce qui me vient. Prends ta voix de blanc, on voyait dans un film américain, toi, tu ne crois pas qu'il y a des voix qui. Non, j'y crois pas du tout. Je trouve ça nul en plus, donc non. Tu vois. Respect du script. Allez, on va voir. Ouais, non, l'empathie, tu vois, l'empathie, c'est un truc qui est hyper important. Tu vois,
quelqu'un qui a empathie, quel qu'il soit, qui va s'intéresser vraiment au prospect. Et tu vois, c'est un peu le concept nous qu'on a monté sur Ipto. C'est en fait se dire, ok, en fait, vraiment, intéresse-toi aux gens, intéresse-toi au prospect, pardon. C'est ça qui va faire un lead de qualité, tu vois. Donc, intéresse-toi aux gens, intéresse-toi à qui tu vas avoir au téléphone, fais une bonne découverte. C'est ça qui fait le truc. C'est ça où tu vas créer du lien. Donc si tu dois avoir un peu une qualité un peu innée pour être un bon vendeur, je pense que tu vois, de l'empathie, c'est un truc Et une important. vraie empathie, une empathie sincère, quoi. Une empathie, ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut aimer les gens. Faut aimer les gens, ouais. Faut aimer les gens, ouais. Même si t'as un téléphone, tu vois, t'es pas en face à face, etc., entre toi et la personne, faut aimer les gens. D'accord. Il y a des ventes propres, il y a des ventes pas propres au téléphone. Ouais. Oui. Ouais. La vente où il n'y a pas d'annulation derrière, c'est-à-dire... Moi, par exemple, on m'a appris que la vente propre, c'est celle pour laquelle celui à qui t'as vendu, si c'est un homme, il peut raconter à sa femme ce soir pourquoi il a acheté. Il a compris pourquoi il avait acheté. Ouais. Est-ce que tu penses en effet qu'il y a des ventes qui reviennent avec des taux d'annulation parce que la vente n'est pas assise? Il n'y a pas eu de reformulation, il n'y a pas eu de clôture de la vente. Il y a, tu vois, il y a des télévendeurs qui vont être pushy. J'imagine, tu vois, on sort des périodes du CPF, de la rénovation énergétique, etc. Je pense qu'il y a des pratiques télévotes qui ont été plus que douteuses, donc oui. Après, maintenant, si tu veux, tu as de la réglementation. On est quand même sur un secteur d'activité et sur notre marché, on est vachement décrié et tout, alors que tu as plein de boîtes qui font les choses ultra bien. Donc on mérite à être connu et je pense que tu en participes beaucoup aussi, Emmanuel. Donc oui, il y a effectivement des ventes qui sont pas propres, mais nous ce qu'on intéresse, c'est vendre propre, quoi. Ton meilleur copain va diriger ou créer un plateau de son appel en télévente, tu lui donnes 3 conseils. Hum, Sois présent sur le floor. Sur le floor. T'es avec les gars. C'est le secret. Tu vois, même c'est ce que je recommande d'ailleurs, même tu vois, sur des prospects ou des clients qui veulent créer des activités en offshore. Et les gars, ok, c'est super, vous allez créer des activités, mais est-ce que vous êtes en capacité d'être là ultra souvent? Ou d'avoir quelqu'un qui est là? Ça, l'animation de challenge, ça c'est un truc, si tu veux, où moi je l'ai vu, moi j'ai des vrais mentors dans ce métier, tu vois, je pense à des gars comme Didier Manzari, tu vois, où le gars il était sur les plateaux, si tu veux, à mettre le feu, etc. Et c'est ça qui faisait que ça pulsait. Troisième point. Sinon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a les 4 composantes. Enfin, Ouais, et troisième point, c'est du c'est lead. un Si tu métier veux. scientifique quand même. Ouais, et troisième point, si tu veux, c'est qu'à moi, je peux aussi un peu prêcher pour ma paroisse. Il faut absolument, il faut avoir un bon fournisseur de lead ou une bonne stratégie de génération de lead. Clairement, si tu veux, encore plus maintenant. D'accord. Et ça sera ma dernière question. Tu as circulé sur des plateaux de télévente en France, en offshore, en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont surpris? Est-ce qu'on arrive facilement à identifier dans un entretien de recrutement celui qui va être le bon télévendeur, ou est-ce que le passage par le plateau, les premières journées, sont finalement le test le plus objectif et Ouais. le plus fiable qui soit? Bon, Parce que c'est difficile de recruter des bons C'est télévendeurs. ultra dur. Moi, d'ailleurs, c'était vraiment. Moi, je suis très mauvais en recrutement. J'étais très mauvais en recrutement, Casa. Tu vois, quand c'est moi qui gérais ça, machin, la star, la superstar du plateau d'à côté, etc., ce sera pas forcément la star chez toi. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu l'épreuve du feu, entre guillemets. Mais sans être, tu vois, c'est pas un truc où je te mets derrière l'écran, tu branches ton casque, et au bout d'une semaine, tu fais pas tes ventes, t'es nul. Non. Tu vois, c'est pas forcément ça. Donc t'as. Il y a des sociotypes et il y a différents Ouais, types de télévendeurs. et c'est un truc qui juge dans le temps, en fait. Tu vois. C'est ça qui est important. Tu vois. Il y a pas longtemps, j'étais sur un plateau dans le nord de la France. J'ai vu des télévendeurs, ils avaient 20 ans d'ancienneté. Et le gars, je suis sûr qu'il y a 20 ans, quand il est arrivé, on s'est pas dit, putain, le mec, il sera là encore là dans 20 ans, avoiné comme un malade, tu vois. Donc Ça rend modeste. c'est vrai, voilà.